À la fin des années 1980, Internet est encore un territoire sauvage, une promesse. Il n'y a pas de réseaux sociaux, pas de smartphones qui tiennent dans la poche, et l'idée même de cybersécurité structurée est balbutiante. Les systèmes informatiques, flambant neufs, sont mal protégés. Surtout, ils reposent sur une chose incroyablement fragile, la confiance humaine. Et dans ce contexte, qu'un nom va émerger et devenir une véritable obsession pour les autorités américaines. Kevin Mitnick. Kevin Mitnick grandit à Los Angeles. Très jeune, il développe une fascination, non pas pour les ordinateurs au départ, mais pour les systèmes en général, pour les règles invisibles qui régissent le monde qui l'entoure. Adolescent, son premier terrain de jeu n'est pas le cyberespace, mais les réseaux de transport en commun. Il apprend à contourner les systèmes de tickets, non pas en forçant les machines, mais simplement en observant comment elles sont conçues, comment les employés travaillent. Il comprend très vite une chose essentielle. Les failles les plus importantes ne sont pas techniques, elles sont humaines. Dans les années 1980, l'intérêt de Mitnick se déplace vers les réseaux téléphoniques. À l'époque, les lignes fixes sont le cœur battant de toutes les communications. Internet passe par là. Les entreprises aussi. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard l'ingénierie sociale. En appelant les bonnes personnes, en utilisant le bon vocabulaire, en se faisant passer pour un technicien en difficulté ou un employé d'un autre service, il obtient des informations sensibles, des mots de passe, des accès internes, des détails que personne ne devrait jamais donner par téléphone. Il ne force rien, il ne menace pas, il demande poliment, et on lui répond. Progressivement, son champ d'action s'élargit. Mitnick commence à pénétrer les systèmes informatiques de grandes entreprises technologiques. Il accède à des codes sources, des logiciels propriétaires, des réseaux internes, des bases de données confidentielles. Mais contrairement à d'autres hackers de l'époque ou d'aujourd'hui, il ne cherche pas à détruire. Il ne cherche pas à voler de l'argent. Ce qui l'attire, c'est le défi, l'accès lui-même. C'est la pure démonstration qu'un système, aussi complexe soit-il, peut être contourné. C'est un jeu intellectuel. Mais pour les entreprises victimes, l'idée qu'un inconnu puisse se promener si facilement dans leurs infrastructures numériques est absolument terrifiante. C'est une violation qui expose leur vulnérabilité au grand jour. Au fil des années, la réputation de Mitnick grandit dans le milieu underground, mais aussi auprès des autorités. Le FBI commence à s'intéresser sérieusement à lui. Des entreprises, humiliées et inquiètes, portent plainte. La première grande confrontation a lieu à la fin des années 1980. Mitnick est arrêté, jugé et condamné. Le tribunal lui impose une interdiction stricte. Il ne doit plus utiliser ni ordinateur ni téléphone. Une peine conçue pour le neutraliser. Mais une fois libéré sous condition, l'appel du défi est trop fort. Il replonge. Au début des années 1990, la partie change de dimension. La traque devient plus intense, plus sérieuse. Mitnick sait qu'il est surveillé. Il abandonne toute apparence de vie normale et adopte un mode de vie de fugitif. Il devient un fantôme numérique. Il n'utilise jamais de téléphone personnel. Il se déplace constamment d'une ville à l'autre. Il communique uniquement via des cabines publiques, changeant d'emplacement après chaque appel. Il jongle avec les fausses identités, les faux noms, les faux documents. Il sait qu'une seule erreur, une simple conversation trop longue, un seul oubli peut le faire repérer. C'est à cette époque que la presse s'empare du phénomène. Les médias le présentent comme l'hacker le plus recherché d'Amérique, le cybercriminel numéro 1. Les autorités, pour justifier l'ampleur des moyens déployés, le décrivent comme un individu extrêmement dangereux. Certains articles sensationnalistes affirment qu'il pourrait déclencher des pannes d'électricité, paralyser des réseaux de communication, voire manipuler des infrastructures critiques comme le contrôle aérien ou les systèmes de défense. En réalité, beaucoup de ces craintes sont largement exagérées. Mitnick n'a jamais eu cette intention, ni probablement cette capacité, mais l'image est installée et elle est puissante, celle d'un homme invisible, un génie maléfique, capable de disparaître dans le réseau et de frapper n'importe où. Pendant des années, Mitnick semble insaisissable. Il continue d'échapper aux enquêteurs avec une habileté déconcertante. Son arme principale reste l'ingénierie sociale, qu'il a élevée au rang d'art.
Il connaît les procédures internes des compagnies de téléphone et des entreprises technologiques mieux que les employés eux-mêmes. Il sait qui appeler, à quelle heure appeler et surtout quoi dire pour que personne ne se méfie. Il exploite la routine, l'ennui, la confiance naturelle que les gens ont envers quelqu'un qui a l'air de savoir de quoi il parle et la fatigue humaine. Il est la preuve vivante que le maillon le plus faible de n'importe quelle chaîne de sécurité, c'est l'humain. La traque atteint finalement son point culminant au milieu des années 1990. Le FBI, dépassé, fait appel à un autre expert, un spécialiste en cybersécurité nommé Tsutomu Shimomura, que Mitnick avait lui-même piraté. C'est le début d'un duel à distance. Shimomura, en collaboration avec les autorités, met en place une surveillance technique sophistiquée pour l'époque. Il traque ses connexions, triangule bas ses appels. Cette fois, la surveillance est discrète, méthodique, patiente, l'étau se resserre lentement. En février 1995, l'opération porte ses fruits. Kevin Mitnick est localisé dans un appartement à Raleigh, en Caroline du Nord. L'arrestation est rapide, discrète. L'homme le plus recherché du cyberespace est enfin capturé. La nouvelle fait la une des médias du monde entier. Le mythe du fantôme insaisissable s'effondre pour révéler un homme ordinaire. Son procès est un événement médiatique. L'accusation le présente comme une menace majeure pour la sécurité nationale. Il est détenu dans des conditions extrêmement strictes, parfois même en isolement total. La raison invoquée est absurde, mais révélatrice de la paranoïa de l'époque. Les autorités craignent qu'il puisse lancer des missiles nucléaires en sifflant dans un téléphone public. On lui interdit tout accès à la technologie de peur qu'il pirate les systèmes de la prison sans même toucher un clavier. Finalement, lorsque la poussière retombe, les faits sont examinés plus froidement. Non, Mitnick n'a jamais détruit de système critique. Non, il n'a jamais provoqué de catastrophe. Non, il n'a jamais volé d'argent à grande échelle pour s'enrichir personnellement. Son crime, c'était la curiosité, l'intrusion, la violation de la propriété intellectuelle. Il a exploité des failles, principalement humaines. Il est condamné à une peine de prison ferme, qu'il purge jusqu'à sa libération au début des années 2000. À sa sortie, Kevin Mitnick, l'ancien ennemi public numéro 1, opère un virage à 180 degrés. Il devient ce que personne n'aurait pu imaginer. Un consultant en cybersécurité très recherché. Il fonde sa propre entreprise et travaille avec les plus grandes sociétés du monde, celles-là même qu'il aurait pu cibler autrefois. Son message est simple et constant. La technologie seule ne suffit pas. La sécurité d'un système dépend avant tout des humains qui l'utilisent. Il enseigne aux entreprises comment se protéger contre des gens comme lui, en se concentrant sur le pare-feu humain. L'histoire de Kevin Mitnick marque un tournant. Elle a révélé au grand public que la plus grande vulnérabilité d'Internet, hier comme aujourd'hui, n'est pas le code, mais la confiance. Dans un monde de plus en plus connecté, où nos vies entières sont numérisées, son parcours reste une référence. Non pas comme un modèle à suivre, mais comme un puissant avertissement. La sécurité n'est pas seulement une affaire de logiciels et d'algorithmes, mais une question de conscience, de prudence et d'éducation. Merci d'avoir regardé, et si cette histoire vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines.